Cette semaine, 2 pêcheurs retrouvés sans vie près du lac Kempt. Manifestation à Saint-Côme contre le projet minier. Et finalement, autre manifestation, cette fois-ci à Saint-Émilie-de-l'Énergie, contre le projet de loi 97 qui vise à moderniser le régime forestier. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 23 juin 2025. 2 pêcheurs ont été retrouvés sans vie vendredi après-midi dans la région de la Naudière, près du lac Kempt. Leur absence avait été signalée plus tôt dans la journée, après leur retour manqué d'une excursion de pêche. La Sûreté du Québec, appuyée par un hélicoptère, des équipes nautiques, les policiers de Manawan et des résidents, a lancé une opération de recherche. Les 2 hommes ont été découverts inanimés à proximité de leurs embarcations vers 16h30. Ils ont été transportés à l'hôpital où leur décès a été constaté. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient avoir contribué à l'incident. Il s'agirait du 20e et 21e noyade présumées au Québec en 2025. Il y a près d'1 an, le 13 juin 2024, les citoyens et les élus municipaux de Saint-Côme, Notre-Dame-de-la-Merci ainsi que Saint-Donat ont appris par les journaux qu'une entreprise d'exploration minière effectuait de la prospection dans le ZEC-Lavigne depuis 18 mois à quelques kilomètres de la municipalité de Saint-Côme, et ce, sans avoir informé ou consulté les résidents. En réponse à cette menace minière, le 15 juin dernier, des citoyens se sont réunis pour élever leur voix devant ce projet qui ne bénéficie pas de l'acceptabilité sociale. Pour en parler, j'ai joint M. Benoît Laporte, qui était présent lors de ce rassemblement. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Monsieur Laporte, il s'est passé quelque chose le 15 juin dernier. Il y a eu un rassemblement à quelque part, et si je ne me trompe pas, c'est dans le coin de Saint-Côme, mais vous étiez présent. Expliquez-nous en quoi consistait ce rassemblement au juste. En fait, c'est un mouvement citoyen. Les gens se sont réunis de façon un peu spontanée, différents groupes de Saint-Côme et aussi de Saint-Alphonse-Rodriguez pour vraiment pour dénoncer le projet minier qui se trame depuis 2023 dans la municipalité de Saint-Côme, et les gens veulent faire savoir aux élus, veulent faire savoir à la population qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au niveau d'exploitation éventuelle d'une mine à Saint-Côme. Et pourquoi que les gens ne sont pas en faveur de cette mine-là? Écoutez, Saint-Côme et Notre-Dame-la-Merci, ce sont 2 municipalités vraiment là, axées sur la villégiature. Je ne vous sortirai pas les statistiques, le nombre de personnes qui ont déménagé depuis la pandémie à Saint-Côme, mais il s'est construit au-delà d'une centaine de maisons autour de Val-Saint-Côme depuis un an et demi. On voit toutes les commerces à Saint-Côme sont florissants, il se construit des blocs appartements tout le long de la municipalité. C'est vraiment une municipalité qui est en plein essor, axée sur le plein air, sur la randonnée. Et c'est pas un endroit où venir installer une mine autour de tout ce qui a été développé au fil des ans. Puis surtout l'hiver, ça tourne autour du ski, de la motoneige. C'est pas un endroit. Il y a beaucoup d'autres endroits au Québec où les mines euh, sont demandés, que ce soit Abitibi-Témiscamingue ou la Côte-Nord, mais vraiment, la Naudière, c'est pas un endroit, surtout dans la Matawini, c'est pas un endroit à développer une mine. Mais est-ce que le développement de cette mine-là pourrait être fatal pour l'environnement et la faune aussi? Oui, parce que
En ce moment, les endroits où il y a des forages, c'est sur la ZEC Lavigne. Vous savez, le mandat d'une ZEC, c'est d'offrir des territoires de chasse, de pêche, de villégiature aux citoyens à moindre coût. Et on parle ici de plus de, bon, on parle de 400 campeurs à l'année. On a 300 à 400 chalets ici. Je ne vous parle même pas à l'extérieur là, parce que c'est vraiment un endroit où les gens vont se ressourcer. Pendant la pandémie, ici, c'était très populaire. Les gens venaient pêcher. Il y a 170 lacs et où les forages ont lieu en ce moment, c'est un lac fantastique qui s'appelle le lac Provost-Cartier, où il y a de la truite qu'on appelle de l'omble chevalier, de l'Arctic Shark, qui est un lac exceptionnel qu'on doit protéger. Fait que donc, en réalité, c'est autant récréo-touristique. On veut pas cette mine-là à cause du tourisme, mais on veut pas non plus à cause de l'environnement. On veut pas, on veut protéger l'environnement aussi, là. Exactement, parce que là, en ce moment, il n'y a que des forages, parce qu'ils sont en prospection minière, mais ces forages-là amènent quand même des boues qui sont toxiques. Et si jamais il y a exploitation de la mine, alors on parle de bassins de rétention. Et ces bassins-là, on le sait très bien, quand il y a des coups d'eau comme l'an dernier au mois d'août, ces bassins-là ont tendance à couler. Il y a des centaines d'exemples sur Internet de bassins de rétention qui n'ont pas retenu justement les boues toxiques et on n'en veut pas de ça, parce que ça va se retrouver et en même temps dans la rivière l'Assomption et ils sont à la limite aussi de la rivière Waro. Et d'après le rassemblement que vous avez eu en fin de semaine, c'était justement de descendre la rivière. C'était un peu en relation à tout ça, là. Oui, absolument. Il y avait au-delà d'une cinquantaine de personnes qui descendaient la rivière avec la commandite du canot volant. Tout ça était gratuit, c'était très familial. Et on a vu au moins une vingtaine aussi d'autres canots qui se sont joints sans passer par le canot volant. C'était vraiment une fête, une fête très familiale et c'était très excitant de voir ces gens-là vraiment là, se mettre en lutte contre ce projet minier-là. Ben, Monsieur Laporte, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça et on vous souhaite bonne chance dans votre lutte contre cette peut-être future mine-là. Merci, M. Bérubé. Je pense qu'on va l'avoir. On va gagner. On vous le souhaite. Merci à vous. Merci. Également la même journée, mais du côté de Saint-Émilie de l'Énergie, des membres de Mers au front de Joliette et du nord de la Naudière ont érigé symboliquement un tipi devant le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs pour manifester leur désaccord avec le projet de loi 97. Projet de loi qui vise à moderniser le régime forestier et propose de diviser les forêts en 3 zones principales, soit une zone d'aménagement forestier prioritaire qui serait dédiée à l'exploitation intensive du bois avec peu de restrictions liées à la conservation. Une zone de conservation, dont des aires protégées où l'exploitation forestière est interdite, ainsi qu'une zone multi-usage qui permettrait une cohabitation entre différentes activités telles que l'exploitation forestière, la chasse, la pêche, le récréotourisme et l'acériculture. Les maires au front se disent inquiètes, entre autres, pour la protection des écosystèmes et des droits ancestraux. Pour en discuter davantage, j'ai contacté Mme Marie-Ève Boucher, membre de Mers au front pour Marguerite de Saint-Alphonse-Rodriguez. Madame Boucher, bonjour. Bonjour. Madame Boucher, en fin de semaine, la fin de semaine dernière, vers le 15 juin, il s'est passé quelque chose dans le coin de Saint-Émilie de l'Énergie. On s'est rassemblés, Mers au front s'est rassemblé. Vous faites partie de Mers au front. C'était à propos de la loi 97, de ce fameux projet de loi 97. Pouvez-vous me parler de ce projet-là? Oui, ben en fait, le projet de loi 97, ça s'annonce comme une modernisation du régime forestier au Québec. Dans les faits, cette modernisation-là, elle a été, modernisation, je le mets entre guillemets, là, parce que ça s'est fait sans consultation citoyenne, ça s'est fait sans prendre en considération les droits ancestraux des peuples autochtones, puis à notre sens, en tout cas, sans considération vraiment au maintien de la ressource puis de nos écosystèmes. Ça permet en fait, la réforme permet de donner le tiers des ressources forestières à des intérêts privés.
Puis c'est surtout ça là, qui nous préoccupe. Et pourquoi ça vous préoccupe autant qu'on donne ça à des privés? Ben parce que on voit pas dans le projet de loi actuel une réelle volonté de protéger les écosystèmes, de respecter les droits ancestraux, de consulter les citoyens. Tu sais, c'est vraiment une partie nécessaire pour l'acceptabilité sociale des projets. Puis ben ce projet de loi-là, qui on le craint va être adopté aussi sous Bayon, ben ça nous c'est comme une logique là de on fait les choses pour les intérêts privés puis aux dépens des populations puis des écosystèmes. Et des populations autochtones aussi, hein? Ça vous tient à cœur, ça, là, vous? Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est des territoires qui ont jamais été cédés. Les peuples autochtones ont des droits et ils l'ont proclamé. Ici, dans le Nutaskinan, ils ont proclamé la souveraineté sur ce territoire-là. Puis c'est pas du tout respecté là, dans l'état actuel des choses. Fait que donc, qu'est-ce que vous avez fait en termes de manifestation, dans un sens, pour le 15 juin dernier? Vous avez monté un tipi. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'était une action symbolique qui avait été demandée. En fait, on répondait à l'appel de plusieurs Premières Nations là, qui nous demandent de les soutenir dans leur réaction contre ce projet de loi-là. Donc, c'était une action symbolique. On installait un tipi. C'était des branches avec 3 rubans rouges, juste pour dire qu'on est là, on est au courant que cette loi-là existe, puis qu'on est contre, puis qu'on va se battre contre cette loi-là. Et donc, ça s'est pas passé seulement qu'à Saint-Émilie-d'Énergie, là. Ça s'est passé à différents endroits aussi au Québec, là, je pense, hein? Exactement, c'est ça. C'est une action qui a été appelée. Ben en fait, comme je vous disais, ça venait d'une demande des Premières Nations. Puis ça a été une demande qui a été acceptée par le groupe national de Mères au front. Puis le groupe national a plein de cellules partout à travers le Québec et puis plusieurs endroits là à travers le Québec parce que ça a été fait. Puis il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Pensez-vous que vous avez été entendu? Ben, on l'espère, là, comme c'est une action très symbolique, puis c'est sûr qu'à ce stade-ci, le projet est toujours pas en étude parlementaire. Il y aura d'autres moments, on l'espère, pour se faire entendre, mais c'était déjà pour signifier à la ministre puis à tous les décideurs qu'on est là, puis on n'est pas d'accord avec la façon de faire actuelle. Mm. Bien, on va espérer que vous soyez entendu. Ben, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Suite à cette manifestation, bien, j'ai pris contact avec la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, afin de recueillir des informations complémentaires sur le projet de loi en question. Bien qu'elle fût en déplacement et indisponible pour une conférence téléphonique, eh bien, Mme Proulx nous a fait parvenir un communiqué expliquant sa position sur le projet de loi. Et je cite, « Les consultations sur le projet de loi 97 sont maintenant terminées. Une vingtaine de groupes et plusieurs acteurs du milieu ont été entendus. Des amendements importants seront apportés, notamment en collaboration avec les Premières Nations. » Elle mentionne qu'elle restera à l'écoute du terrain ici dans Berthier, tout comme dans la région de la Naudière. Elle indique également que sa collègue, la ministre Blanchette Vézina, a déjà indiqué qu'elle va déposer un projet de loi bonifié à l'automne à la hauteur des enjeux que vit notre forêt. Le gouvernement libéral prévoit réduire d'1 point de pourcentage la tranche d'imposition la plus basse, ce qui pourrait entraîner une économie moyenne de 280 $ par année pour une famille canadienne. Cette mesure fiscale, portée par le premier ministre Mark Carney, figurait parmi les engagements électoraux de sa campagne du printemps dernier. Certaines familles à 2 revenus pourraient bénéficier d'économies allant jusqu'à 825 $ annuellement, selon leurs revenus. Toutefois, le directeur parlementaire du budget atténue ces estimations en indiquant que la majorité des contribuables, en particulier les personnes seules et les aînés, profiteront d'un allègement fiscal plus modeste. Le projet de loi visant à concrétiser cette baisse doit entrer en vigueur le 1er juillet, bien qu'il soit encore à l'étude au Parlement. En somme, cette mesure vise à alléger la charge fiscale de nombreux Canadiens tout en honorant une promesse clé du programme libéral. Mais ces retombées réelles varieront considérablement selon la situation financière des ménages.
Bien que les occasions de rencontrer régulièrement M. Pierre Charbonneau, maire de Saint-Damien, sont rares, bien j'ai eu l'opportunité de le croiser récemment lors d'une conférence de presse. À cette occasion, il m'a fait part d'un message important destiné à ses citoyens. J'ai donc saisi cette opportunité pour l'inviter à notre studio afin qu'il puisse partager directement ce message avec vous. On l'écoute. Bonjour Damiennois de Mainoise, mon nom est Pierre Charbonneau. Je me représente comme maire à Saint-Damien lors des prochaines élections de 2025, au mois de novembre prochain. Et je voulais vous avertir que j'ai apprécié mon travail au cours des 4 dernières années. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui se devaient d'être faites. Et là, pourquoi que je me représente, simplement, c'est pour vous dire que je suis attentionné à vous représenter encore une fois pour terminer le travail qui a été fait au cours des dernières années. Les 6 élus qui travaillent avec moi qui ont travaillé avec moi au cours des dernières années ont toujours travaillé dans le but d'améliorer les choses à Saint-Damien. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de l'administration municipale. Donc, pour ce faire, on a travaillé à ériger 2 conventions collectives, une pour les travaux publics et une pour les pompiers. Les travaux publics sont terminés depuis 2 ans. On a réussi à avoir une rétention des employés depuis cette signature-là qui fait en sorte qu'on n'a presque pas eu de départ des employés syndiqués. Mais au niveau des pompiers, c'est tout nouveau. On l'assigne le 25 juin prochain. Donc, en ce moment, on a une entente de principe qui fait en sorte que la convention collective va être bonne pour les 3 ou 4 prochaines années. Maintenant, on a travaillé aussi très fort à essayer de ramener les choses. On a fait l'aqueduc du lac La Chance, on a fait des chemins au lac La Chance. On a réussi à avoir une administration municipale beaucoup plus engagée. Parce qu'auparavant, il y avait des petites difficultés avec les élus. Donc ça, on a ramené ça à l'ordre. Ça va très bien présentement. On travaille main dans la main pour faire avancer les choses. Dernièrement, j'ai eu à intervenir auprès des habitants du chemin Beaulieu, ce qu'on appelait anciennement les 2 cantons en haut du chemin Beaulieu, parce qu'ils voulaient qu'on travaille sur leur chemin. On doit vous dire qu'on travaille très fort sur ce chemin-là. Au cours des 2 dernières années, on a fait 2 applications pour le programme PAVL qui ont été refusées. On fait beaucoup de pression au niveau des employés municipaux pour qu'ils puissent essayer de corriger autant bien que mal la situation. Et on fait aussi beaucoup de pression auprès de notre députée du comté de Berthier pour qu'elle puisse nous aider à faire passer ce travail-là pour qu'on puisse finalement essayer d'arranger ce bout de chemin qui, malheureusement, est très mal arrangé. Maintenant, je peux vous dire qu'on travaille pour la traverse piétonne aussi, qui, au cours des 10 dernières années, les conseils antérieurs ont essayé d'amener de l'ordre au niveau de la traverse piétonnière. Ça a pris en 2021 un accident pour essayer de continuer à faire avancer les choses. Et on vient de signer le contrat pour que les travaux débutent au mois d'août prochain. Entre autres, il y a eu ça, on a fait beaucoup de travail au niveau des travaux publics parce que les outils que les employés se servaient étaient vieillissants et il n'y avait aucun changement ou roulement à l'intérieur de ces instruments-là. Donc, on a fait en sorte d'améliorer les choses et il y a un plan sur 10 ans qui a été mis en place et on avance à ce niveau-là. Donc, ce que je peux vous dire ce matin, c'est que je me présente encore une fois. Et si vous voulez me rencontrer, ça va être possible de le faire le 5 juillet prochain au bâtiment du Cadeau, au 79-16, excusez, rue
je ne l'ai plus en tête, je m'excuse. 7916 rue Robitaille. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir me rencontrer, vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez. Et je serai accompagné cette journée-là de Mme Perrault, qui se présente au niveau du suffrage universel pour les élections prochaines. Donc, ça va me faire plaisir de vous recevoir là. Venez nous voir en grand nombre. On est prêt à répondre à vos questions. Puis de 9h à midi, on va être là et on vous attend. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne fin de journée. Alors que la belle saison débute, eh bien, le gouvernement du Québec invite la population à redoubler de vigilance face aux piqûres de tiques et de moustiques, dont les populations sont en forte augmentation à cause du réchauffement climatique. Ces insectes peuvent transmettre plusieurs maladies, dont la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental et d'autres virus plus rares. Le ministère de la Santé recommande plusieurs gestes simples pour se protéger, dont entre autres utiliser un chasse-moustique contenant du DEET ou de l'achiridine, porter des vêtements clairs à manches longues et éviter les hautes herbes en restant dans les sentiers lors des promenades en nature. Il est aussi important de bien examiner sa peau après les activités extérieures, car une tique doit être retirée dans les 24 heures pour réduire le risque d'infection. La maladie de Lyme représente le plus grand nombre de cas liés aux tiques. En 2024, 681 cas ont été rapportés au Québec, avec une concentration notable en Estrie. Cette maladie peut se manifester par une rougeur cutanée, de la fatigue, de la fièvre ou des douleurs musculaires, et elle peut s'aggraver si elle n'est pas rapidement traitée. En cas de doute, le ministère recommande de composer le 811 pour obtenir des conseils médicaux. Alors, bonjour tout le monde. On va vous faire un court résumé de l'Assemblée qui a eu le 2 juin dernier. Alors, premièrement, étant donné qu'il y a beaucoup de constructions dans la ville, assez souvent on est demandé pour faire des entrées de service dans les rues pour donner l'opportunité aux contracteurs de se reconnecter. Donc, on a augmenté le montant parce qu'on était à 1500 $ pour faire une entrée. On l'a augmenté avec les coûts plus réels à 5000 $. Donc ça, c'est un ajout qu'on a fait la dernière rencontre. On a fait une demande d'aide financière pour le programme Primo. Le programme Primo, c'est pour, disons, donner un nouveau souffle à notre usine d'épuration. C'est notre deuxième demande pour ce programme-là. Pourquoi qu'on fait cette demande-là? Bien, premièrement, l'usine est en bonne qualité présentement. On a fait plusieurs travaux pour aider, si on veut, les nouvelles constructions à arriver. Mais on veut regarder vers l'avenir pour être capable là, de continuer à se développer et à donner les bons services à notre usine. Donc, on a une nouvelle demande de fait. On a commandé une étude aussi également pour le fer et le manganèse parce qu'on a été... On doit être accepté pour une subvention, mais il restait une dernière étape à passer pour faire une évaluation des terrains et tout ça pour être capable là, de poursuivre et puis avoir notre subvention pour traiter le fer et le manganèse dans l'eau. On a aussi donné à la QDR un montant de 750 $ pour leur 45e anniversaire. 45e anniversaire qui s'est fait à la Montagne Coupée. Pourquoi la Montagne Coupée? Bien, vous savez que le centre sportif est en grande rénovation. Donc, on a dû déplacer la rencontre. On a fait aussi la signature d'une nouvelle entente avec la régie du centre sportif. À tous les 5 ans, il faut renouveler les ententes. Et on a Mandeville, les deux Saint-Gabriel et Saint-Léophas. Donc, l'entente a été renouvelée avec... Mandeville a donné un peu plus sur son pourcentage pour aider, si on veut, la continuation du centre sportif. On a aussi donné des permis de démolition pour les 3 écoles des Samars. Vous savez qu'il ce printemps, il va y avoir une nouvelle construction pour le début de la nouvelle construction de l'école. Et il fallait qu'ils demandent aussi, quand la construction va être terminée, on va devoir démolir les 3 bâtiments. Donc, on a accordé cette demande-là.
Les travaux aussi de rénovation pour l'Office d'habitation du Québec, vous savez qu'on a 3 bâtiments à Saint-Gabriel. Il y en a un qui vient tout juste d'être rénové. On a 10 % des frais à payer pour la rénovation du bâtiment. Étant donné qu'il est subventionné, bien à ce moment-là, on paie un peu moins. Fait que donc, les 2 autres bâtiments vont avoir une fin de subvention en 2026. Donc, ce qu'on fait, on demande au gouvernement, aux différents paliers du gouvernement, de faire au plus rapidement possible les rénovations pour qu'on ait à défrayer une facture qui est un peu moins élevée. Alors, on a fait aussi les embauches de nos préposés à la plage, préposés à la guérite, à la municipalité voisine pour le débarcadère. En fin de compte, c'est à peu près le tour d'horizon pour ce 2 juin. Alors, je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Selon une étude Léger réalisée pour le ministère du Tourisme, un plus grand nombre de Québécois, Canadiens et Français prévoient de séjourner au Québec cet été. Parmi les personnes qui effectueront un voyage d'au moins une nuit, eh bien, la proportion de ceux qui voyageront au Québec est de 62 % chez les Québécois. C'est 8 % de plus par rapport à l'an dernier. 21 % chez les Ontariens, 5 % de plus que l'an dernier. 19 % chez les habitants des provinces de l'Atlantique, 7 % de plus. Et 6 % chez les Français, avec 2 % de plus que l'an dernier. En résumé, près d'un voyageur canadien sur 3 a choisi de visiter le Québec plutôt que les États-Unis. Du 5 au 7 juin, bien, le Club Univers Altéro de Notre-Dame-des-Prairies a franchi une étape importante en participant pour la toute première fois au championnat canadien junior, tenu à Saskatoon, sous la supervision de la Fédération canadienne d'haltérophilie. 5 jeunes athlètes de moins de 20 ans représentaient fièrement le club, soit Anaïs Gadouri de Joliette, Sam Pelan de Sainte-Mélanie, Ali Pichette, Esteban Pelan et Logan Pelan, tous 3 de Saint-Charles-Borromée. L'événement s'est affairé une vitrine exceptionnelle pour ces haltérophiles qui ont tous livré d'excellentes performances, souvent accompagnés de records personnels impressionnants. Anaïs Gadouri s'est particulièrement démarquée, décrochant 3 médailles de bronze dans la catégorie 48 kilos, avec des levées de 57 kilos à l'arraché et 73 kilos à l'épaulé jeté, égalant sa meilleure marque. Au-delà des podiums, eh bien, cette compétition permettra également aux haltérophiles de se positionner sur la liste des athlètes boursiers de la Fédération d'haltérophilie du Québec pour la saison 2026. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.